Oh, ça Pour l'invitation, de remercier le bureau de la MECA pour l'invitation et aussi remercier les laboratoires AbbVie pour ce symposium. Donc, le but de ma présentation est de partager avec vous certains messages concernant cette granulomatose digestive qui est la maladie de Crohn. Alors, la maladie de Crohn il fait partie des MICI, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques intestinales, qui englobent la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et les colites inclassées. En fait, il s'agit de maladies inflammatoires chroniques intestinales qui évoluent par poussée entrecoupée de rémission. Et en général, on voit beaucoup plus la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. La grande différence entre les deux, c'est que pour la rectocolite hémorragique, c'est une atteinte de la muqueuse, alors que pour la maladie de Crohn, c'est une atteinte transmurale, c'est une granulomatose digestive. La rectocolite hémorragique, il ne touche que le rectum et le côlon avec une atteinte ascendante sans intervalle de muqueuse saine, alors que la maladie de Crohn est une granulomatose digestive qui touche tout le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus, avec une préférence au niveau de l'ilion et au niveau du côlon, et notamment au niveau de la région iliocécale, et une particularité pour la région anopérinéale. Et donc, je vous laisse imaginer la variété des tableaux cliniques, des tableaux endoscopiques, des profils évolutifs et aussi des indications thérapeutiques concernant cette granulomatose digestive qui touche tout le tube digestif de l'anus de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, le caractère transmural de cette maladie, la maladie de Crohn, explique un peu l'histoire naturelle de la maladie. Il s'agit d'une maladie qui, au cours du temps, détruit la paroi digestive. On va voir des maladies, on va voir des rétrécissements, des sténoses, un risque élevé de fistule et d'abcès, avec un recours de plus en plus fréquent au fil des années, recours à la chirurgie avec ce risque d'intestin court et aussi un risque de cancer. Et là aussi, je vous laisse imaginer l'importance du retentissement sur la qualité de vie de ces patients-là. C'est plusieurs hospitalisations, le coût des médicaments, plusieurs chirurgies et le reste. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'incidence de façon générale? Sachez que, ça vous le savez, l'IMICI de façon générale, l'incidence et la prévalence, elle est élevée surtout dans les pays développés, notamment au niveau de l'Amérique du Nord et au niveau de l'Europe. Au niveau de ces pays-là, la prévalence des MICI de façon générale est de 0,3%. Et donc, ça explique le poids de la maladie avec une morbidité très élevée, avec des coûts des soins. Et donc, ça devient de plus en plus une maladie qui pose un problème de santé publique. Alors, il faut savoir aussi que pour les MICI de façon générale et aussi pour la maladie de Crohn, il y a eu une grande évolution, un grand changement sur le plan épidémiologique au cours du 21e siècle, dans la mesure où on a commencé à avoir une incidence qui augmente depuis les années 90 au niveau des pays qui sont nouvellement industrialisés, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord. Et on incrimine bien sûr ici l'occidentalisation et l'industrialisation de ces patients-là. La maladie de Crohn est une pathologie du sujet jeune, entre 20 et 30 ans, beaucoup plus jeune par rapport aux patients qui ont une RCH. On peut avoir un pic entre 50 et 60 ans. Et c'est une pathologie surtout beaucoup plus de la femme que des hommes. Il faut savoir, comme je vous ai dit, qu'en France, il y a eu une recrudescence de l'incidence de la maladie, notamment chez les adolescents. Les formes pédiatriques sont de plus en plus communes, notamment des formes avec un âge inférieur à 5 ans. Et sur le sujet âgé, on a constaté qu'il y a une augmentation on commence à avoir des formes. On commence à avoir une augmentation, c'est des patients qui sont âgés, probablement parce qu'on est plus sensibilisé et probablement parce que c'est des patients jeunes qui deviennent des sujets âgés. Et pourquoi j'insiste ici? Parce qu'il y a une particularité des MICI chez des patients âgés. Alors, quelle est la pathogénie? C'est toujours une maladie multifactorielle, plusieurs facteurs, c'est une maladie complexe où il y a l'intervention des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, du microbiote intestinal et une dysrégulation du système immunitaire. Et bien, dernièrement, il y a beaucoup d'essais et d'études qui ont démontré les relations entre ces différents facteurs. Alors, pour les facteurs environnementaux, j'ai mis en rouge ce qui retentit sur ce qui est incriminé dans le déclenchement de la maladie et retentit sur l'histoire naturelle, notamment le tabac, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'utilisation des antibiotiques. Et là, je zoome sur le tabac. En fait, les patients qui sont tabagiques, ils ont un risque plus élevé d'avoir une maladie de Crohn. Et les patients chroniens qui fument, ce sont des patients qui ont beaucoup plus de poussées, beaucoup plus de complications
ils ont beaucoup plus de recours à la corticothérapie, aux immunosuppresseurs. Et puis, chose qui est importante, c'est que l'arrêt du tabac, il a un effet important bénéfique sur ça va faire un tournant évolutif dans la maladie. Et donc, un des premiers moyens thérapeutiques, c'est de dire aux patients d'arrêter le tabac. Parce que même si on lui donne de la biothérapie, on va avoir une résistance au traitement s'il continue à fumer. Donc, de façon générale, alors les facteurs alimentaires aussi, ils sont beaucoup incriminés, notamment avec les aliments biotransformés, avec le fast-food et le reste. Et donc, sur le plan physiopathologique, on pense que chez des patients qui ont une maladie de Crohn, en fait, il s'agit de patients qui ont une dysrégulation du système immunitaire qui va viser directement le microbiote intestinal. Et donc, il y a une dysbiose qui est de plus en plus mise en évidence ces dernières années. Et cette dysbiose, elle est provoquée, entre autres, par des facteurs environnementaux, entre autres l'alimentation. Et bien, cette hyperstimulation du système immunitaire, elle va donner des lésions au niveau de la paroi intestinale. Et vous voyez ici des lésions au niveau de la paroi intestinale. Et vous voyez les différents médiateurs de l'inflammation qui sont à la base du traitement, comme les anti-TNF, les anti-interleukines et aussi les anti-intégrines. Alors, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui est très étendue, qui touche tout le tube digestif, et donc vous voyez que les signes digestifs révélateurs sont variés. Retenez 4 cadres. Il y a des signes digestifs, des signes extradigestifs, des signes généraux, et dans les 3 cadres plutôt. Et dans les signes digestifs, il y a des signes qui sont chroniques, des signes en rapport avec des complications, et la particularité des lésions anopérinéales. La diarrhée chronique et les douleurs abdominales restent des symptômes qui sont fréquents. Pour ce qui est aigu, c'est surtout les syndromes subocclusifs, notamment le syndrome de Koenig, des tableaux de pseudo-appendicite et des fistules anales, comme vous le voyez ici, plutôt des fistules entérocutanées, comme vous le voyez ici au niveau de la fosse iliaque droite. Et les signes généraux aussi, c'est un signe révélateur fréquent, notamment lorsqu'il s'agit d'un amaigrissement avec des signes de dénutrition et de malabsorption. Donc, typiquement, dans les formes les plus fréquentes, notamment les formes iliocoliques et surtout la forme iliocécale, il s'agit en général de douleurs au niveau de la fosse iliaque droite. Parfois, un syndrome appendiculaire, et donc il faut penser à une maladie de Crohn lorsqu'on a des suites post-opératoires après une appendicite qui ne sont pas normaux. Normalement, l'apparition d'une fistule entérocutanée après une appendicectomie. On va chercher l'empattement au niveau de la fosse iliaque droite et la diarrhée modérée, elle est fréquente. Pour les formes coliques, pancolique, ça peut mimer une rectocolite hémorragique et donc ça peut donner des diarrhées glances et sanguinolentes. Pour ce qui est des formes gréliques, jejunal ou grélique, c'est beaucoup plus un syndrome de dénutrition, une malabsorption et un amaigrissement avec un syndrome subocclusif, notamment un syndrome de Koenig. Alors, les manifestations anopérinéales, elles alourdissent le tableau clinique de la maladie de Crohn et donc il faut toujours examiner ces patients au niveau de la marge anale. Vous avez 3 types de lésions, soit c'est des fissures, soit c'est des fistules ou bien des sténoses ou bien des ulcérations. Et vous avez ici, donc le risque, il est de 20 à 50% des cas. Donc presque un patient sur 2 peut avoir une manifestation anopérinéale qui peut évoluer. Le risque, il est de 30% à 1 an. Et donc, vous avez ici des images des pseudomarisques, des fissures, des ulcérations, des lésions cutanées. Ici, vous avez des lésions vraiment très, très sévères c'est des patients qui peuvent venir avec des périnées polyfistuleux, des abcès à répétition, des fistules, des opérations à répétition, des fistules entérocutanées. Vous avez aussi l'anus peut se sténoser et donc ça va donner une constipation. Et ces sténoses-là, il peut dégénérer. Et on va avoir, comme vous le voyez en bas, la maladie de Crohn anal est un facteur de risque de cancer anal. Et au pire des cas, on va avoir une incontinence anale. Et donc, je vous laisse imaginer la morbidité que ça peut entraîner les manifestations anopérinéales. Alors, pour ce qui est des manifestations extra-intestinales, il y a plusieurs classifications. Ça fait partie aussi des symptômes cliniques de la maladie. Plusieurs classifications. Moi, j'ai opté pour la classification qui se fait en fonction des organes. Et là, vous voyez, plusieurs organes peuvent être atteints. La peau, l'œil, l'appareil musculo-squelettique, les vaisseaux, l'appareil respiratoire, l'appareil hépatobiliaire et les autres. Ça peut survenir dans 6 à 40% des cas. Donc, les manifestations les plus connues, les plus fréquentes, c'est l'atteinte
osseuse et articulaire sous forme d'arthrite périphérique, de sacro-iliaque isolé ou de tableau de spondyloarthropathie. Au niveau cutané, ce qui est évocateur, c'est l'érythème noueux, l'aphthose buccale et puderma congrégnosum. Je vous rappelle que l'aphthose génitale est vraiment très, très rare chez le patient qui a une maladie de Crohn. Et au niveau oculaire, c'est l'uvéite, les conjonctivites et l'épisclérite. Vous voyez ici, ça peut mimer un tableau d'Enterobesset que vous voyez souvent. J'ai mis 3 croix sur la cholangioschlérose primitive chez nous en tant qu'hépatologue parce que ça peut favoriser l'évolution vers le cancer, notamment le cancer colique et aussi le cancer hépatique, le cholangiocarcinome. Et puis, l'anémie constitue la manifestation extradigestive la plus fréquente, on va en parler. Donc, les manifestations extra-intestinales contribuent, alourdissent vraiment le poids de la maladie dans la mesure où on va avoir des pathologies qui évoluent en même temps avec la poussée, d'autres qui peuvent évoluer en leur propre compte et qui peuvent nécessiter une prise en charge particulière, par exemple le pyoderma congrégnosum. Alors, quand évoquer une maladie de Crohn, bien sûr, lorsque vous êtes devant des signes digestifs inexpliqués, chroniques, notamment des douleurs abdominales, avec une diarrhée prolongée, associée à un syndrome inflammatoire chronique, à une anémie, à des signes de malabsorption, lorsque vous êtes devant des signes digestifs, avec des signes extradigestifs, cutanés, articulaires, ou bien ophtalmologiques, lorsque vous êtes devant un retard de croissance chez les enfants, demandez toujours cette notion de contexte familial qui se voit dans 10% des cas, et lorsque on est devant des lésions anopérinéales vraiment très compliquées et très atypiques. Alors, sur le plan biologique, il est habituel d'avoir un syndrome de malabsorption, notamment l'anémie, fait repris par malabsorption lipoalbuminémie. Alors, pour le syndrome inflammatoire, sachez que la CRP n'est plus spécifique parce qu'on peut avoir une poussée de maladie de Crohn avec une CRP qui peut être normale chez un tiers des patients, comme on peut avoir une CRP élevée chez des patients qui ne sont pas en poussée, donc ce n'est pas spécifique. Et on incrimine ici des facteurs génétiques concernant l'élévation de la CRP. Par contre, la calprotectine fécale est très utilisée en cas de maladie de Crohn. En fait, il s'agit d'une protéine, c'est la protéine majeure qui se trouve au niveau du cytoplasme des polynucléaires et qui, en cas de poussée, va être éliminée au niveau des selles. Sachez que la calprotectine fécale n'est pas spécifique pour les MICI, donc il peut se voir aussi dans des cancers, dans les infections, lors de la prise des ANS, de l'aspirine, des IPP. Et chez nous, en tant que gastro, on l'utilise beaucoup, non seulement pour diagnostiquer une poussée de Méki, mais aussi pour prédire la réponse au traitement, pour prédire la rechute, pour évaluer la cicatrisation muqueuse. On va voir que la cicatrisation muqueuse, notamment endoscopique, est devenue maintenant un objectif thérapeutique. On ne se contente plus de la disparition des symptômes et il peut même nous prédire le risque d'évolution vers les risques de récidive post-opératoire. Et vous avez aussi des cut-offs qui sont variables, et ce sont des cut-offs qui varient en fonction de la cible. Par exemple, vous voyez ici un cut-off inférieur, excusez-moi. Par exemple, si on a un cut-off inférieur à 50 microgrammes par gramme, si on est devant un patient suivi pour Crohn qui est sous traitement, qui a une diarrhée, une douleur abdominale, et je trouve qu'il n'y a pas de signe d'activité biologique ni radiologique avec une calpro inférieure à 50, je vais dire que probablement ce sont des symptômes de syndrome de l'intestin irritable. Mais globalement, le cut-off qu'on utilise pour la poussée, c'est un cut-off qui est supérieur à 250 microgrammes par gramme de sel. Donc, la calprotectine fécale vraiment est un moyen non invasif c'est-à-dire qu'on est devenu des fervents de son utilisation. Alors, les ASCA et les PNK, je sais que vous les aimez, vous les internistes. Et alors, nous, on ne l'utilise pas beaucoup pour le diagnostic, surtout on l'utilise pour les colites inclassées, d'autant plus que les colites inclassées se voient beaucoup plus, ou le problème se pose beaucoup plus chez les enfants. Alors, les ASCA, comme vous le savez, ils sont positifs en cas de maladie de Crohn, dans chez un tiers des patients, alors que les PNK, ils sont positifs chez des patients qui ont une rectocolite hémorragique. Donc, je vous rappelle qu'on ne l'utilise pas de façon quotidienne. Alors, l'endoscopie, ça vous le savez, c'est le gold standard pour le diagnostic positif topographique et pour le diagnostic de gravité différentielle. Maintenant, l'endoscopie, ce qui est nouveau, c'est qu'elle est de plus en plus utilisée surtout pour évaluer l'efficacité thérapeutique, parce que maintenant, il suffit plus d'avoir des symptômes qui vont disparaître, mais beaucoup plus de voir est-ce qu'il y a cette cicatrisation muqueuse, et donc on va avoir besoin de cette endoscopie. Elle est systématique. La fibroscopie n'est pas systématique, sauf lorsqu'on a des symptômes dyspeptiques ou lorsqu'on est devant une colite inclassée. On veut voir est-ce qu'il y a des atteintes digestives hautes. Vous avez ici quelques images. On voit ici on peut avoir, typiquement, c'est des ulcérations aftoïdes, sinon, c'est de l'érythème, des ulcérations qui peuvent être superficielles ou profondes. Et là aussi, on a cette caractéristique de la maladie de Crohn, c'est-à-dire une atteinte discontinue segmentaire avec alternance de muqueuses saines, de muqueuses qui sont de muqueuses pathologiques. On peut avoir même des fistules.
Alors, la videocapsule endoscopie commence à avoir de la place en cas de maladie de Crohn, notamment, c'est presque la deuxième indication après les saignements digestifs inexpliqués. Et ça, c'est notamment chez des patients qui ont des manifestations digestives, un patient qui a une diarrhée avec des douleurs abdominales, avec un syndrome inflammatoire, mais avec une fibrocoloscopie normale, avec une imagerie normale, avec des biopsies iliales, coliques et duodénales normales. Et là, on va voir est-ce qu'il y a un Crohn colique. Et la videocapsule ici, la valeur prédictive négative, elle est de 100%, bien sûr. Il ne faut pas que le patient trouve des ulcérations, il faut éliminer la prise d'ANS pendant au moins plus d'un mois. Vous avez ici des images de videocapsule endoscopiques qu'on utilise au service. La problématique, c'est la rétention de la capsule endoscopique. Sur 100 cas au service, on a eu 2 cas de rétention. Et ça se voit surtout lorsque chez des patients qui ont une maladie de Crohn connue, le risque il est de 1 à 5%. C'est pourquoi il faut vraiment éliminer un syndrome subocclusif avant, voire même faire un entéroscanner ou une capsule de calibrage. Alors, j'ai mis cette plaque, c'est juste pour vous dire que la capsule aussi est indiquée lorsque vous êtes devant une forte suspicion d'une maladie intestinale grélique, avec une imagerie qui ne suit pas, et vous avez avec ça des manifestants extradigestifs, des arthralgies du pyoderma ou de la cholangioschlérose primitive. Alors, la radiologie a beaucoup évolué en matière de maladie de Crohn, non seulement pour le diagnostic initial, mais surtout pour l'évaluation de la cible thérapeutique, parce qu'il s'agit en fait d'un moyen non invasif. Au lieu de refaire des fibroscopies, on peut les remplacer par de l'endoscopie. Je ne parle pas des examens qui sont invasifs, comme le scanner qui sont irradiants. Le scanner n'est plus utilisé maintenant, sauf en cas d'urgence. L'entéroscanner aussi n'est plus utilisé, sauf s'il y a une contre-indication à l'IRM. Les plus utilisés maintenant, c'est l'échographie abdominale. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas uniquement pour le diagnostic positif, mais surtout maintenant, il est devenu maintenant un continuum de l'interrogatoire de l'examen clinique pour le gastro-entérologue, parce qu'il va nous permettre, il y a une corrélation avec l'activité, avec le risque de récidive et le risque de récidive post-opératoire avec la cicatrisation muqueuse. Et donc, ça permet de rechercher les complications. Et donc, ça peut nous aider pour voir est-ce qu'on est efficace sur le plan thérapeutique. Au lieu de refaire l'endoscopie, on peut faire l'échographie. Bien sûr, ça demande une expertise. L'entéro-IRM, alors l'entéroscanner, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus supplanté par l'entéro-IRM. C'est un examen qui est non irradiant. C'est vrai que ça pose un problème maintenant sur le plan thérapeutique, sur le plan disponibilité, mais sachez qu'il est de plus en plus utilisé. Ça permet de voir c'est une pathologie, c'est une granulomatose transpariétale, et donc ça permet d'évaluer la paroi, de voir est-ce qu'il y a des complications, des abcès, des fistules, des sténoses et de la fibrose. Chose qui est importante maintenant, c'est que l'entéro-IRM est peut-être demandé chez des patients qui sont asymptomatiques, non pour voir est-ce qu'il y a des complications, mais surtout pour voir est-ce qu'on a une cicatrisation transpariétale et une cicatrisation muqueuse, d'autant plus qu'on a trouvé actuellement qu'il y a une corrélation entre l'entéro-IRM et entre les scores endoscopiques concernant les scores endoscopiques concernant la maladie de Crohn. Alors, les autres examens, c'est surtout maintenant, de plus en plus, on utilise l'IRM pelvienne. Je vous ai dit que les manifestants anopéréniens, ça pose un grand problème. Et donc, l'IRM pelvienne permet vraiment de voir une cartographie des lésions, est-ce qu'il y a des fistules et des abcès. Ça va orienter les chirurgiens. Et donc, en drainant bien les abcès et les fistules, on peut diminuer le risque de récidive de ces lésions. Alors, sur le plan anapath, il n'est pas. Alors, les biopsies, normalement, qu'on fait lors de l'endoscopie, ce sont des biopsies muqueuses ou bien ce sont des biopsies qui se voient surtout au niveau de la partie superficielle de la muqueuse. Ça ne nous aide pas beaucoup pour le diagnostic positif. Ça peut donner, on peut avoir des lésions, inflammation chronique ou aiguë, comme une infiltration par les PNN. Les lésions peuvent être focales ou hétérogènes. C'est pourquoi il faut faire des biopsies sur la muqueuse saine et aussi sur la muqueuse pathologique. Mais ce qui est caractéristique, c'est beaucoup plus le granulome épithéliologique anticellulaire, puisqu'on est en train de parler des granulomatoses. Alors, il se voit dans 30 à 50% des cas. Il se voit beaucoup plus sur les pièces de résection quand on opère les patients, beaucoup moins sur les pièces de biopsie. On peut les voir aussi sur des biopsies sur une muqueuse saine, dans 40% des cas. Il s'agit en fait de granulome épithéliologique anticellulaire sans nécrose caséeuse. Et lorsqu'il n'y a pas de nécrose, ça pose des problèmes avec les autres granulomatoses, notamment la tuberculose, la sarcoïdose et la hirsiniose. Alors, avant de traiter la maladie de Crohn, il faut savoir qu'il n'y a aucun argument diagnostique formel de la maladie de Crohn. C'est un ensemble d'arguments anamnéstiques, c'est histoire, évolution poussée par émission, des signes fonctionnels endoscopiques, radiologiques, éventuellement histologiques et évolutifs, c'est-à-dire la réponse au traitement.
Il faut toujours faire un diagnostic différentiel qu'on va voir et un diagnostic de gravité. Il y a des scores qui ont été développés, des scores cliniques, biologiques, endoscopiques et aussi endoscopiques. Et il faut faire un diagnostic topographique. Autrement dit, pour traiter une maladie de Crohn, il faut savoir la localisation, la poussée, est-ce qu'elle est minime, modérée ou sévère. Et aussi, il faut savoir éliminer les diagnostics différentiels. Alors, regardez les diagnostics différentiels. Beaucoup de diagnostics différentiels au cours de la maladie de Crohn, au cours de cette granulomatose. Ça peut être des infections bactériennes, virales, mycotiques aussi, des prises médicamenteuses, des cancers et des maladies inflammatoires. Sur le plan pratique, lorsqu'on est devant une maladie de Crohn colique, c'est essentiellement la rectocolite hémorragique. On va voir les différences. La maladie de Crohn colique peut poser un problème de diagnostic différentiel avec les colites infectieuses, notamment avec une amibiase, avec une colite à CMV, notamment chez des patients qui sont sous immunosuppresseurs. Les colites à BGN, ça donne un tableau de septicémique. Les colites à Clostridium difficile, c'est beaucoup plus des patients qui sont hospitalisés avec la prise d'antibiotiques. Et l'histoplasmose. Les colites ischémiques se voient surtout, c'est des patients qui ont un contexte particulier, notamment les patients qui sont coronariens ou bien des patients qui ont un trouble de rythme cardiaque. Les colites médicamenteuses, notamment les anti-inflammatoires, l'atteinte intestinale des anti-inflammatoires non stéroïdiens peut donner une colite ou une oliocolite induite par les ANS, d'autant plus que les ANS, il faut faire attention concernant la prescription des ANS et des patients qui ont une MICI, parce que ils peuvent aggraver les lésions de la maladie de Crohn. Bon, pour ce qui est des colites radiques et sigmoïdes, c'est des contextes qui sont particuliers. Quand est-ce que, pour l'atteinte iliale ou iliocécale, notamment l'iliée terminale, c'est essentiellement la tuberculose et l'entérobacète. Bien sûr, il ne faut pas oublier le lymphome et le cancer. Pour l'atteinte digestive haute, ce sont les autres granulomatoses qui peuvent siéger au niveau de la partie haute du tube digestif, la tuberculose, la sarcoïdose, le typhus immunitaire primitif. Et pour l'atteinte basse, c'est essentiellement l'isieste et la rectocolite hémorragique. Alors, pour la RCH, les diagnostics différentiels, c'est qu'en fait, la RCH, comme je vous ai dit, c'est une atteinte muqueuse. C'est une atteinte où il n'y a pas de manifestation anopéréniale. C'est une atteinte continue d'un seul tenant et qui ne touche que le rectum et le côlon. Donc, ça ne touche pas le tube digestif haut. Il n'y a pas d'atteinte iliaque ni d'atteinte digestive haute. Alors, la tuberculose, ça ne passe plus. Voilà. Excusez-moi. Qu'il y a un problème? Alors, tout seul. Avancez, avancez, avancez. Avance. Avance, avance, avance. Avance. Avancez. C'est bon. La tuberculose intestinale iliocécale nous pose énormément de problèmes. Vous avez un tableau ici qui différencie entre les deux. Je ne vais pas trop détailler ça. Mais sachez que lorsqu'on suspecte une tuberculose, donc on peut s'aider de notions de comptage tuberculeux, de l'IDR, surtout du quantiférant, l'existence d'une atteinte pulmonaire associée, d'une atteinte péritoniale. Les granulomes sont beaucoup plus gros en cas de tuberculose. Le caséium élimine en principe une maladie de Crohn. On peut s'aider des cultures qui sont souvent négatives, de la PCR au niveau des biopsies, dont la sensibilité est diminuée. Et parfois, vraiment, c'est difficile de faire le diagnostic différentiel. Et d'ailleurs, j'ai un cas en commun avec M. Robli. Vous vous rappelez, l'enfant, il a eu ces cas similaires à l'endoscopie et c'était un jeune. Et au début, on a opté pour un traitement antibacillaire d'épreuve. Et puis, après le traitement antibacillaire, il a fait d'autres poussées. On a pu redresser le diagnostic et maintenant, il est, n'est-ce pas, M. Rabli, le saut immurel maintenant. Et voilà, c'est juste pour vous dire que ça peut poser des problèmes différentiels. Et parfois, lorsqu'on a une atteinte isolée au niveau du lilion iliocécal, parfois, on préfère faire une résection iliocécale pour avoir un diagnostic plus précis que de démarrer un traitement d'épreuve antibacillaire. Elle peut poser un problème de diagnostic différentiel avec la tuberculose anale, notamment les manifestations anopéréniales. Vous voyez ici la bonne évolution sous traitement antibacillaire. L'histoplasmose aussi peut poser un problème de diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn, mais là, on aura des symptômes digestifs avec une hépatosplenomégalie chez des patients qui sont immunodéprimés, notamment les patients qui ont du sida.
Et bien sûr, le B7 que vous voyez beaucoup, que vous connaissez mieux que moi, vous les internistes, ça pose énormément de problèmes étant donné que au cours de B7, on a les mêmes manifestations extradigestives qu'au cours de la maladie de Crohn, l'aphthose buccale, l'atteinte oculaire, l'atteinte cutanée. Donc, c'est des éléments qui sont en commun. C'est essentiellement au niveau de la région iliocécale, l'entéro-B7. Même les ASCA peuvent être positifs chez des patients qui ont un B7. L'entéro-B7 peut répondre aussi à la corticothérapie, à l'azathioprine, aux anti-TNF, mais ce qui fait la différence, c'est qu'on n'a pas de granulome en cas d'entéro-B7, en cas de, voilà, et le cyclophosphamide n'est pas efficace en cas de maladie de Crohn, mais globalement, sur le plan radiologique endoscopique, il y a moins de spécificité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les perforations sur des ulcérations sont fréquentes en cas d'entéro-B7 par rapport à la tuberculose, et donc il y a le recours à la chirurgie avec des complications post-opératoires. Et là, vous avez un tableau qui différencie entre les deux. Et voyez, par exemple, ici, vous voyez que pour vraiment pour l'aphthose bipolaire, c'est-à-dire l'aphthose génitale, c'est vraiment pas rarement la maladie de Crohn. Donc, ça peut nous aider énormément. Et vous avez aussi les autres moyens pour faire le diagnostic différentiel. Et là, vous avez un organigramme. Globalement, il se base sur le fait que lorsqu'on trouve une ulcération des ulcérations au niveau de la région iliocécale, on va voir est-ce que c'est typique ou c'est pas typique d'entéro-B7 et on va voir est-ce qu'il y a des signes systémiques ou non d'entéro-B7. Lorsqu'il y a des signes systémiques typiques, on peut retenir le diagnostic. Lorsque c'est pas typique, on peut parler là soit d'entéro-B7 probable ou on peut le suspecter. Sinon, s'il n'y a pas de signe en faveur d'entéro-B7 typique, on peut ne pas retenir le diagnostic d'entéro-B7. Le diagnostic différentiel aussi se fait aussi avec le déficit immunitaire primitif à expression digestive. On va avoir de la granulomatose au niveau intestinal, que ce soit un déficit en rapport avec la phagocytose, notamment cette fameuse maladie granulomatose septique qui peut se localiser entre autres au niveau de la région iliocécale. La granulomatose non caseuse de type sarcoïdus qu'on voit au cours de déficit immunitaire comme invariable. Et on peut avoir des tableaux qui peuvent mimer un Crohn au cours des déficits immunitaires comme invariable, des tableaux cliniques, biologiques, endoscopiques avec même une élévation de la calprotectine fécale. Mais là, on va penser à un déficit immunitaire lorsqu'on est devant un patient traité soi-disant par un Crohn, lorsqu'on a une résistance au traitement, lorsqu'on a peu de plasmocytose au niveau des biopsies. Et parfois, c'est vraiment difficile et on a eu des cas où on a pensé à ce déficit-là lorsqu'on avait une résistance au traitement médical. Alors, qu'est-ce qu'il en est des colites inclassées? Colites inclassées, c'est vraiment lorsqu'on n'arrive pas, c'est pour le Crohn colique, lorsqu'on n'arrive pas lorsqu'on n'a pas assez d'arguments pour le Crohn et lorsqu'on n'a pas assez d'arguments pour la RCH. Et là, on va parler d'une Mickey inclassée. Et là, on va avoir recours au PNK et aux ASCA. Donc, on va retenir le diagnostic de Mickey inclassée lorsqu'on a les deux sont positifs ou bien les deux sont négatifs. Par contre, lorsqu'on a juste les ASCA positifs, on peut dire que c'est une maladie de Crohn probable. Et lorsqu'on a juste les PK positifs, PNK positifs, on peut dire que c'est une rectocolite hémorragique qui est probable, mais les Mickey inclassés, ça se voit beaucoup plus en cas chez les enfants par rapport aux adultes. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'évolution de la maladie de Crohn? Regardez, c'est une maladie qui évolue par poussée-rémission et le délai entre les poussées. Donc, on peut avoir une maladie bénigne avec un délai qui est vraiment allongé, soit on peut avoir des poussées qui sont vraiment très rapprochées ou bien une forme chronique qui est active. Alors, c'est une maladie qui détruit la paroi et vous voyez les courbes, les dommages. Avec les dommages tissulaires, on a un recours très important à la chirurgie et donc un retentissement très important sur le plan socio-professionnel. Et le but, en fait, c'est du traitement maintenant, ce qui est nouveau, c'est d'agir vite pour arrêter la destruction de la paroi intestinale, pour arrêter le recours à la chirurgie. Alors, les complications, c'est une maladie qui évolue par poussée entrecoupée de rémission avec de rechutes. Et des complications aiguës, ce sont les abcès intra-abdominaux au niveau du psoas, les fistules entérocutanées, les fistules internes, les fistules rectovaginales. Ça pose énormément de problèmes sur le plan clinique et sur le plan thérapeutique. Les occlusions, alors les perforations sont moins fréquentes parce qu'en fait, il y a une sclérolipomateuse qui limite un peu la perforation. Lorsqu'on a un rétrécissement, c'est beaucoup plus, les complications, c'est beaucoup plus les fistules et les abcès. Les colites aiguës graves sont rares et aussi l'hémorragie massive. Pour les complications subaiguës, on a surtout ces sténoses subchroniques, comme avec le syndrome de Koenig. Je vais vous parler après des complications des lésions anopérinéales et puis les complications à long terme. Vous avez le cancer.
La maladie de Crohn est un facteur de risque important pour le cancer colique, le cancer grélique et le cancer périnéal. Et c'est pourquoi il faut véritablement, devant tout patient, chercher ces facteurs de risque parce qu'il y a des algorithmes pour faire un dépistage. Et donc, il faut faire attention. J'ai des patients qui ont une maladie de Crohn qui est survenue à un âge précoce, qui ont une maladie de Crohn étendue et qui ont une cholangite sclérosante primitive ou bien qui ont une dysplasie histologique. Ce sont des patients qui doivent bénéficier d'un algorithme de dépistage de ce cancer colorectal. N'oubliez pas les complications, les autres complications, la dénutrition, les carences, le retard staturopondéral, l'amylosecondaire, les complications musculaires, les complications liées au traitement. Et donc, ce sont des complications qu'il faut en tenir compte lorsqu'on veut traiter le patient. Et le pronostic de la maladie, donc, bien sûr, c'est une qualité de vie qui est altérée avec une morbidité qui est très importante. Comme je vous ai dit, l'anémie est la manifestation digestive la plus fréquente. Et il y a deux types d'anémie chez les patients qui ont une maladie de Crohn. L'impact est très important sur le plan pratique parce qu'il faut voir est-ce qu'on va donner un traitement par voie orale ou bien par voie injectable. Et là, il y a des consensus qui sont faits rien que pour les anémies au cours des patients qui ont une maladie de Crohn. Et on va s'aider ici, bien sûr, de la ferritine et surtout de la calprotectine fécale pour différencier entre l'anémie vraie, par carence martiale vraie, ou bien cette fameuse anémie des maladies inflammatoires, ou bien on peut avoir une anémie chronique. Et si on va s'aider beaucoup plus avec le coefficient de saturation de la transférine, sinon ce sont les récepteurs solubles de transférine qui vont nous permettre de voir est-ce qu'on est devant une anémie par carence martiale vraie ou bien est-ce qu'on est devant une anémie inflammatoire. Donc, vous voyez ici la lourdeur des complications de la maladie de Crohn. Heureusement que ça a été amélioré un peu par les biothérapies. Vous voyez des patients vous voyez des sténoses, des lésions étendues, le syndrome de l'intestin court, des nutritions à domicile, l'amaigrissement, des dégâts au niveau de la région anopérinéale avec une destruction. Vous voyez ici, c'est des patientes qui sont au service. Bon, à gauche, c'est une patiente qui vit maintenant, ça fait 20 ans, avec un anus, avec un anus définitif, une colostomie, parce qu'on n'arrivait pas à juguler ces lésions anopérinéales. Et à droite, c'est une patiente que même sous colostomie, elle continue à faire des lésions anopérinéales. Elle a même développé des lésions de pyoderma congrénosum au niveau de l'astomie. Et donc, c'est vraiment le but du traitement des lésions anopérinéales, c'est vraiment d'éviter la protectomie avec une colostomie définitive. Ça, c'est un cas un peu mieux par rapport aux autres. C'est une patiente qui avait une fistule post-opératoire après une appendicectomie, qui a subi au cours de 6 ans des chirurgies et finalement on a pu rétablir la continuité sous traitement immunosuppresseur, mais avec une paroi, c'est une jeune avec une paroi abdominale qui est vraiment déformée et parfois ça retentit même sur leur vie sociale, sur leur vie professionnelle et sur leur vie conjugale. Et c'est pourquoi il est important, avant de traiter, de préciser ces facteurs de risque de progression rapide de la maladie, notamment lorsqu'on a un patient jeune tabagique avec une atteinte haute et une atteinte anopérinéale ou bien des ulcérations creusantes. Ce sont des patients chez qui il faut vraiment taper fort sur le plan thérapeutique et commencer par la biothérapie au lieu de commencer par le traitement habituel. Donc, pour ce qui est de la prise en charge, là, ce qui est nouveau aussi, c'est le principe de treat to target à la lumière de ce qui est fait pour les maladies inflammatoires chroniques de façon générale. Et le treat to target constitue donc maintenant un principe très, très utilisé. C'est qu'en fait, le principe repose sur le fait le but de cette treat to target traité selon la cible, c'est d'éviter la destruction de la paroi intestinale et donc d'éviter la complication et améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, on va choisir une cible, on va donner un traitement et on va la surveiller par une surveillance qui est vraiment trop, trop serrée. Et puis après, on va voir si on arrive à atteindre ces cibles, c'est bon. Si on n'arrive pas à atteindre ces cibles, on doit pouvoir optimiser le traitement parce que vraiment, le but, c'est ça, c'est de passer c'est de passer de là, vous avez la paroi qui va être altérée, et si on surveille les patients, vous voyez là l'image qui est à droite, on va avoir une maladie où la paroi ne va pas être détruite, et donc ça nécessite vraiment un contrôle très serré de la maladie, et en contrôlant la maladie, en agissant vite, avant qu'il y ait de la destruction de la paroi intestinale, on va avoir moins de complications, moins de récidives, moins de recours à la chirurgie, moins d'hospitalisation, et donc améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, il y a eu une grande évolution des objectifs thérapeutiques.
On ne se contente plus maintenant de la disparition des symptômes, de la diarrhée, de la disparition des douleurs abdominales. On ne se contente plus maintenant du suffrage au corticoïde. Maintenant, on vise beaucoup plus loin. C'est la cicatrisation endoscopique, c'est la cicatrisation vraiment profonde, c'est le rétablissement de la paroi intestinale. Et c'est pourquoi les derniers consensus maintenant, c'est à court terme améliorer. Il y a des objectifs pour le patient, c'est améliorer ses symptômes. Et pour le médecin, c'est vraiment améliorer l'endoscopie, améliorer la paroi intestinale qu'on peut évaluer par des tests, pas toujours l'endoscopie, par des tests non invasifs qui sont développés maintenant, notamment la calprotectine fécale et l'entéro-IRM. Et vous voyez que le but ultime maintenant, c'est d'avoir une cicatrisation transmurale de cette granulomatose digestive. Alors, les moyens thérapeutiques, vous avez des moyens médicaux, il y a eu beaucoup de progrès, des moyens chirurgicaux et des moyens endoscopiques pour les sténoses. Alors, pour les moyens médicaux, c'est une grande évolution concernant la prise en charge de la maladie de Crohn. C'est depuis les années 2000 que ça a commencé pour les MICI. Notamment, ça a commencé avec les anti-TNF et puis sont venus les anti-intégrines et les anti-interleukines. Alors, j'ai mis une croix, ça s'est déplacé. Le tofacitinib, c'est-à-dire les petites molécules ne sont pas et n'ont pas d'AMM pour la maladie de Crohn. C'est beaucoup plus pour la rectocolite hémorragique. Alors, pour les anti-TNF qui sont utilisés, c'est l'infliximab à raison de 5 mg kg à S0, S2, S6, puis tous les 8 semaines. L'adalimumab à raison de 180, puis 80, puis 40 mg en sous-cutané toutes les 15 semaines. Le certolizumab, Pigol, il a l'AMM pour le Crohn uniquement aux États-Unis, au Canada et en Suisse, mais il n'a pas d'AMM en France, il n'est pas utilisé chez nous au Maroc pour la maladie de Crohn. Et puis le golimumab aussi, il n'est pas utilisé pour la maladie de Crohn. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il en est des autres petites molécules? Donc, pour ce qui est du sulfasalazine, de la mésalazine, il faut presque l'oublier pour traiter la maladie de Crohn. Il est utilisé beaucoup plus pour la RCH. Pour maladie de Crohn, c'est vraiment, on l'utilise presque plus, c'est vraiment pour une atteinte iléosécale vraiment très minime. Parfois, c'est vrai, on utilise la sulfasalazine lorsqu'il y a des manifestations extra-digestives, notamment des manifestations articulaires. Mais presque, vraiment, nous, en tant que gastro, on prescrit presque plus de la mésalazine. Les corticoïdes, ça nous aide beaucoup, surtout pour passer un cap, aussi bien par voie orale que par voie topique, mais vous connaissez bien les effets secondaires. Les immunosuppresseurs, c'est pour le traitement d'entretien, notamment lorsqu'on a une corticorésistance, la corticodépendance et des rechutes fréquentes, ou bien des formes sévères. Ce qu'on utilise surtout, l'azatioprine, 6-mercaptopurine et le méthotrexate, mais en tout cas au Maroc au service, on utilise beaucoup l'azatioprine. Les biothérapies utilisées, c'est l'infliximab, l'adalimumab et le vedolizumab, et bien sûr l'ustekinumab. Alors au Maroc, on n'a pas le vedolizumab, en tout cas on ne l'utilise pas chez nous pour la maladie de Crohn. Je ne sais pas, est-ce que vous l'utilisez vous pour les maladies chroniques, le védo? Je pense qu'il n'est pas au Maroc, le vedolizumab, voilà. Et voilà, donc il ne faut pas oublier aussi les antibiotiques, ça nous aide énormément pour les abcès et surtout pour les manifestations anopérinéales, la prise en charge nutritionnelle et la prise en charge de l'anémie. Alors, la biothérapie est peut-être utilisée en première intention chez des patients qui ont d'emblée des facteurs de risque, des patients qui sont jeunes, qui ont des ulcérations étendues, qui sont tabagiques, qui ont des manifestations anopérinéales ou bien une manifestation digestive haute. On peut démarrer d'emblée par de la biothérapie. Sinon, elle est indiquée en deuxième intention lorsqu'il y a une intolérance ou bien une maladie qui est incontrôlée par les corticoïdes et par les immunosuppresseurs. Ça nous pose des problèmes, je pense, comme chez vous, ça nous pose des problèmes concernant la perte de réponse qui peut se voir chez presque 30% lors de la première année. Et donc là, on va soit switcher, soit swapper en fonction des dosages biologique. Alors, la chirurgie prend une place importante chez les patients qui ont une maladie de Crohn, notamment pour les complications. Mais il faut savoir qu'on ne guérit pas les malades lorsqu'on les opère. Contrairement à la RCH, on peut parler d'une guérison plus ou moins lorsqu'on enlève leur côlon. Mais la maladie de Crohn, non. Et donc, il faut véritablement privilégier ce principe de chirurgie d'épargne intestinale, risqué au minimum. Ça nous pose des problèmes parce qu'il y a un risque important de récidive post-opératoire, du syndrome de l'intestin court, des fistules post-opératoires. C'est pourquoi ces patients-là, il faut véritablement les préparer avant qu'ils soient opérés, notamment traiter les anémies et traiter l'hypoalbuminémie qui augmente le risque des complications post-opératoires. Et sachez aussi que l'arrêt du tabac permet de diminuer le risque de récidive post-opératoire. Alors, je ne vais pas vous détailler les indications, mais on a des traitements d'hypocée et des traitements d'entretien.
Et les poussées, en tout cas chez nous au Maroc, c'est beaucoup plus la corticothérapie et le traitement adjuvant associé. La biothérapie, en général, chez nous au service, c'est en deuxième intention après l'échec parce qu'on a un problème pour qu'il y ait, pour avoir la biothérapie pour tous les patients. Le traitement d'entretien le plus utilisé chez nous, c'est l'azatioprine. On utilise moins le méthotrexate chez nous pour la maladie de Crohn, alors qu'il est efficace. Le traitement chirurgical, j'en ai déjà parlé. On peut dilater des sténoses. L'arrêt du tabac est très important. Et il ne faut pas oublier le traitement symptomatique et les antibiotiques. Alors, la prise en charge des manifestations anopérinéales, très difficile. Un patient sur deux résiste à la biothérapie. Et on les traite traitement médical et chirurgical. C'est de l'antibiothérapie avec de la biothérapie avec des immunosuppresseurs. Et pourtant, vraiment difficile à les traiter. Et là, bien sûr, j'ai déjà parlé de ça. Il ne faut pas oublier les mesures associées, la prophylaxie des thromboses veineuses. La prise en charge psychologique, c'est très important. L'éducation thérapeutique, maintenant, le patient peut s'autogérer grâce à la télémédecine. Et vous avez ici alors, il y a des dépôts qui ont sauté, je pense. Bon, je passe. Alors là, c'est un algorithme du traitement, de la prise en des indications. Je ne vais pas les détailler, mais c'est juste pour vous dire que les principes généraux, c'est lorsqu'on fait le diagnostic de maladie du Crohn, vraiment un bilan topographique, un bilan d'activité et surtout un bilan pour voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque, pour voir est-ce qu'on va utiliser le STETAP, c'est-à-dire commencer par les molécules basiques, ou bien est-ce qu'on va démarrer par la stratégie du top-down, c'est-à-dire commencer par la biothérapie et puis diminuer en fonction du traitement. Et s'il y a une résistance, on va céder des dosages pharmacologiques pour voir est-ce qu'on peut éventuellement optimiser le traitement pour avoir une rémission. Alors, j'ai mis cette plaque l'avant-dernière. C'est juste pour vous dire que vraiment, la prise en charge du Mickey de façon générale et de la maladie de Crohn, c'est vraiment un traitement à la carte. C'est au cas par cas. C'est l'intérêt des prises en charge multidisciplinaires. Il faut tenir compte de l'âge du patient, de ses antécédents, de la localisation de la maladie, de l'existence ou non de manifestants anopérinéales, de l'existence ou non de manifestations extra-digestives. Il faut tenir compte aussi de son statut familial, de son statut professionnel. Et aussi, une des indications chez nous au Maroc, c'est le statut social. Est-ce qu'il a les moyens pour se faire payer de la biothérapie ou non? Maintenant, ça rentre pour nous au Maroc, au CHU de Casablanca, ça rentre dans les indications thérapeutiques. Toujours on dit, est-ce qu'il est ramédiste, est-ce qu'il n'est pas ramédiste, est-ce qu'il a un moyen pour se faire acheter les... Donc vraiment, on est globalement, comme pour la médecine de façon générale, la prise en charge thérapeutique du Mickey va vers cette médecine personnalisée, c'est véritablement au cas par cas. Donc, en conclusion, la maladie de Crohn est une granulomatose digestive transmurale de plus en plus fréquente. Le diagnostic, c'est un ensemble d'arguments. Beaucoup de l'endoscopie de la radiologie, c'est très important pour non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi des malades. Comme je vous ai dit maintenant, la cicatrisation endoscopique et la cicatrisation transmurale est l'objectif du traitement pour éviter la destruction. C'est pourquoi il est important d'avoir ces moyens pour évaluer. Le principal diagnostic différentiel de maladie de Crohn, c'est la RCH pour l'atteinte colique. La tuberculose, dans notre contexte, c'est éventuellement l'entérobacète. Les lésions anopérinéales et les manifestations extradigestives constituent une source de morbidité importante pour la maladie de Crohn. Pour la prise en charge thérapeutique, donc, il y a ce concept de traiter selon la cible, la biothérapie, notamment les anti-TNF, les anti-interleukines, ont beaucoup bouleversé le pronostic de ces maladies, mais ça pose un problème de disponibilité de ces médicaments chez nous. Et donc, les indications thérapeutiques, ça dépend. C'est véritablement un traitement à la carte. C'est des patients qui doivent nécessiter une surveillance très, très rapprochée. Et c'est pourquoi il y a le développement des moyens non invasifs, notamment la calprotectine fécale, l'échographie et l'antéro-IRM. Cependant, malgré ces progrès thérapeutiques et malgré ces concepts nouveaux de trait de target et de concepts serrés, la maladie de Crohn reste une granulomatose digestive qui reste invalidante, en tout cas chez nous au Maroc, où on n'a pas toujours accès facilement à la biothérapie. Je vous remercie. Merci, professeur Hliwa, pour cet exposé exhaustif, très détaillé, complet. J'ai une question de nos collègues, c'est le docteur Hlou. Alors, il vous dit, est-ce qu'un dosage normal de calprotectine fécale au cours
d'une diarrhée chronique peut nous éliminer une Mickey. Vous avez la calprotectine fécale. Oui, il dit que est-ce on qu'une peut pas. calprotectine... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur prédictive positive de la calpro pour le diagnostic initial, elle est élevée. Mais ça ne veut pas dire qu'une calprotectine fécale négative élimine le diagnostic de... Parce qu'en fait, le diagnostic d'une Mickey, c'est comme je vous ai dit, c'est un ensemble d'arguments cliniques, biologiques, endoscopiques, éventuellement radiologiques et éventuellement évolutifs après le traitement. Tout à fait, ça a été dit, c'était clair. Est-ce qu'il y a une question dans l'audience? Allez-y, une question, parce qu'on a pris un peu de retard sur... Juste pour dire que les biologies ont transformé le pronostic des Mickey, en particulier la maladie de Crohn, à tel point que les indications chirurgicales deviennent exceptionnelles. Si on peut avoir un traitement régulièrement, je ne sais pas, comparativement à ce que vous faites, quel est le biologique qui vous paraît le plus efficace? Est-ce que c'est l'infliximab, la molécule, le générique ou les autres anti-TNF-alpha? C'est une question politique. Alors, pour la chirurgie, M. Kobli, sachez que c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré qu'on a moins recours à la chirurgie avec la biothérapie de façon générale, mais le recours à la chirurgie commandée reste quand même significatif. Vous avez vu la courbe. Pour diminuer ça, il faut véritablement agir précocement, comme je vous ai dit. Quand j'ai dit précocement, c'est véritablement délimiter les patients qui sont à risque et les traiter précocement par des médicaments qui sont très... Mais chez nous, on voit des patients. C'est des patients qui viennent en stade de complication par le diagnostic, il est fait rapidement, il est fait tardivement, etc. Pour ce qui est des anti-TNF, maintenant, on utilise des biosimilaires, en tout cas beaucoup plus les biosimilaires qu'on utilise. Et difficile pour répondre à cette question. Pour nous, du moment qu'on a un biosimilaire, c'est une bonne chose pour nous. Hein. Enfin, un anti-TNF, c'est une bonne chose pour nous. Pour l'estukinumab, c'est vraiment, c'est très récent, hein, c'est en fin 2019-2020 qu'on a commencé à le faire pour les patients qui ont une maladie de Crohn rectocolite hémorragique. On n'a que 2 patients maintenant, hein, parce que ça vient d'avoir l'AMM concernant la maladie de Crohn.